tout le monde. Alors pour une fois, sur cette fameuse phrase du matin que je vais vous répéter dans un instant, pour une fois, j'ai pas envie de vous faire une story écrite. Je trouvais important de le faire en verbal parce que je vais avoir du mal à expliquer. Ça risque d'être un peu trop long à expliquer par écrit. Cette fameuse phrase dit « Je ne pars pas car ça devient difficile, je pars car ça devient irrespectueux ». Il y a beaucoup d'amalgame fait entre les mots en général. On a souvent des croyances limitantes en fonction de la définition qu'on va mettre sur des mots en fait. Et ça, souvent, ça nous vient un peu de notre environnement et de comment on a été éduqué. En effet, en fonction de comment vous avez été éduqué, de comment vos parents ont fait leur propre choix de vie, vous pouvez avoir une tendance à avoir une vision déformée d'un mot, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre les couples qui ne fonctionnent pas, où c'est très dysfonctionnel dans le couple. Vous allez éventuellement vous marier et émettre des vœux devant Dieu, voilà, donc en fonction de si en plus pour vous, le côté religieux a beaucoup d'importance et ces vœux que vous avez émis, on vous dit que dans la vie, vous allez devoir vous soutenir, même quand c'est compliqué, il faudra rester dans ce couple, hein, c'est un peu à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, voilà. Le problème, c'est qu'il y a certains couples où c'est surtout pour le pire, mais il n'y a jamais de meilleur. Le meilleur a eu lieu peut-être, il a duré ça de temps de meilleur au début pour vous séduire, et puis après, il y a eu surtout ça de pire, en fait. Et si vous vous attachez à des mots comme ça, et que vous êtes peut-être dans des familles où on prône que oui, mais tu sais, c'est normal, moi avec ton père, moi avec ta mère, c'était comme ça. Et regarde, moi je suis un exemple, je suis restée en couple toute ma vie. Tu dois pas faillir au moindre problème, tu dois tenir bon, tu dois être fort, tu dois être le pilier de ta famille. Ça, c'est ce qui va être beaucoup véhiculé. Hein. On va dire aux hommes qui doivent être le pilier. Il faut porter la famille. La mère, on lui dira, tu peux quand même pas faire ça à tes enfants. Il y aura toujours ce côté très où vous allez avoir des gens qui ont telle programmation dans leur tête et qui, eux, ont leur propre idéologie. Leur idéologie, c'est ce qui est important pour eux. Et eux ont fait leur propre choix de vie en fonction de ce qui était important pour eux. Et cela leur appartient. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ceci dit, là où ils n'ont pas le droit, c'est de vous coller cette pression à vous et de vous faire croire que eux, parce qu'ils ont fonctionné comme ça, que c'est comme ça qu'il faut faire et que tout le monde doit penser comme eux, parce que eux sont la sagesse et eux sont la vérité incarnée. Et ça, malheureusement, dans beaucoup de familles, on est un peu encore, on essaye de switcher, mais malheureusement, ça prendra un peu de temps. On est encore dans des générations où, en fonction de l'âge terrestre que vous avez, c'est votre âge qui fait le pouvoir que vous avez. Donc, en fait, comme s'il y avait une hiérarchie dans la famille, un rapport de soumission que plus on est âgé, plus on est sage. Donc, si vous êtes plus âgé, vous êtes la sagesse incarnée. Pas du tout. Regardez le nombre de gens qui sont malheureux, qui ont ruiné leur vie, qui ont été en sacrifice toute leur vie. C'est pas parce qu'eux ont fait ce choix-là et qu'ils sont âgés aujourd'hui que leurs décisions sont bonnes. Vous savez, vous allez dans les prisons. Dans les prisons, il y a des vieux aussi. Et vous avez vu, ils ont fait de la merde. Le violeur, quand il vieillit, il a quand même fait de la merde. C'est pas un grand sage parce qu'il a vieilli. Un con, quand il vieillit, restera un vieux con pour la plupart du temps. Vous voyez? C'est pas l'âge qui fait que d'un seul coup, on devient un dieu et un grand sage. L'âge, on s'en fout. Mais c'est très difficile parce que il y a eu beaucoup de générations qui ont un peu prôné cette duplication, qu'il fallait poser le genou,
prêter allégeance, être en soumission face à quelqu'un qui est plus âgé. C'est complètement débile, ces traditions de merde. De où ça sort? De où ça sort? C'est complètement débile. Bien sûr que les personnes qui ont envie d'asseoir leur suprématie et leur pouvoir vont beaucoup prôner ce genre de choses. Et si eux-mêmes l'ont fait, ils ont envie qu'on le fasse avec eux quand ils vont vieillir. Donc ils vont prôner des trucs comme quoi vous devez vous sacrifier pour eux parce que l'on fait pour les parents. Si tu veux être quelqu'un de bien, c'est ça que tu dois faire. Hein. Ah bah oui, vous voyez toute cette manipulation, chantage émotionnel, etc. Ces programmations, beaucoup d'emprise pour te dire comment tu dois faire. Tout ça, il y a quand même beaucoup de manipulation narcissique, beaucoup de manipulation toxique. C'est horrible, c'est horrible. Ça ne devrait pas, ce genre de discours devrait disparaître. C'est extrêmement laid quand vous entendez ces gens parler comme ça. Ces gens devraient plutôt essayer de voir leurs enfants grandissant d'égal à égal quand même. Ils ne devraient pas essayer d'asseoir, vous voyez, ce pouvoir. Et en fait, on peut vous coller un peu, vous marteler dans la tête, à vous faire culpabiliser à l'idée de partir d'un couple en vous faisant passer ça comme étant quelque chose de mal et que vous êtes quelqu'un qui abandonnez à la moindre difficulté. Le problème, c'est que si vous ne racontez pas la réalité de votre vie, cette personne peut aussi avoir un avis avec très peu d'informations. Elle n'est pas informée des faits de ce qui se passe dans votre vie. Et si vous protégez votre bourreau depuis le début et que vous n'avez pas assez raconté ce qui se passait ou ce qui se passait dans votre travail, si vous aviez un patron abusif, vous voyez, voilà, si vous avez protégé votre bourreau, dites-vous aussi que les personnes en face de vous n'ont jamais entendu parler que ça se passait mal chez vous. Donc inévitablement, si d'un seul jour vous dites que vous vous séparez, vous divorcez ou que vous quittez votre travail, la personne peut ne pas comprendre et vous tenir un discours complètement à la ramasse, mais qui, quelque part, est basé sur l'image que vous vous êtes donné du mal à renvoyer, de montrer que tout était parfait, inévitablement. Donc dans ces moments-là, c'est aussi à vous de dire, écoute, c'est pas parce que je n'en parlais pas que, en réalité, ça fait déjà longtemps que ça ne va plus, il s'est passé ça, 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 et énumérer les faits pour que la personne comprenne que, en fait, c'est juste que vous n'en parliez pas. Cependant, la personne qui entend qu'il y a tout ça et tout un catalogue de faits qui font que, et qui quand même n'est pas à l'écoute de vos besoins, et vous prône de rester dans un sacrifice, et vous prône que si tu oses te choisir, tu es quelqu'un qui abandonne les autres, ben, quelque part, cette personne a le droit d'avoir cet avis. Si cette personne a une grosse blessure d'abandon, et qu'elle, c'est comme ça qu'elle pense en fonction de sa blessure d'abandon. Dans la blessure d'abandon, on se sent responsable du bonheur et du malheur des autres, et inévitablement, on estime que l'autre est responsable de mon bonheur et de mon malheur. Et par rapport à ça, il y a un peu un mécanisme où la personne, parfois, elle prône un discours en fonction de elle, ce qu'elle a peur de vivre, et elle vous prône le truc de « fais ci, fais ça », parce que moi, punaise, j'aimerais pas qu'on me le fasse. Oui, mais si cette personne est en dépendance affective, elle pense en fonction de ses blessures, et ça vous appartient pas à recadrer la personne en disant « écoute, en fait, ne le prends pas mal, mais quelque part, je ne te demande pas vraiment ton avis. Je t'informe juste que j'ai pris cette décision. Maintenant, je te demande, voilà, de rester un peu à ta juste place. C'est ma décision, ça ne t'appartient pas. » Voilà. Et recadrer quand même aussi cette personne que vous ne cherchez pas à avoir son avis. D'accord ? Voilà pour ça. Et donc, retenez bien cette phrase, je ne pars pas car ça devient difficile. Non, parce qu'en général, quand vous partez, vous vous êtes quand même pas mal battu avant. Et souvent, les gens, quand ils se décident à exprimer les choses, c'est qu'ils se sont déjà pas mal battus. Vous voyez ? Donc, vous qui êtes à l'écoute de ces gens-là, ne soyez pas dans la supposition que la personne en face de vous est complètement teubée et qu'elle n'est pas capable de faire des choix raisonnés dans sa vie. Quand vous cherchez à raisonner cette personne en lui disant de changer d'avis, c'est que quelque part, vous vous sentez supérieur à cette personne, que vous estimez que votre analyse à vous, en dehors de la situation, est beaucoup plus sage que
la décision de cette personne qui vit la situation, vous vous mettez encore en position supérieure à croire que c'est vous qui êtes un grand sage et que cette personne a besoin d'être sauvée par vous parce que quelque part, elle est complètement débile, elle n'a pas de capacité d'analyse. Et là, il y a quand même quelque chose de très narcissique chez vous. Vous voyez ? Inévitablement, les gens, en général, quand ils partent, c'est pas parce que ça devient difficile. C'est parce que ça devient irrespectueux. Parfois, la personne humilie l'autre sans arrêt. Parfois, il y en a un qui utilise l'autre. Il y en a un qui l'a déjà trompé plein de fois. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Je ne pars pas car ça devient difficile. Je pars car ça devient irrespectueux. Donc, si les gens vous disent « Oui, mais toi, tu pars... ou même la personne qui cherche à vous retenir, oui, mais toi, tu oses partir dès que ça devient difficile, alors qu'on avait fait un vœu, c'est à la vie, à la mort. Bah, écoute, je suis déjà mort, psychologiquement et émotionnellement. Là, tu vois, bah voilà, ça y est, c'est mort. C'est à la vie, à la mort. Notre relation est morte, voilà. Voilà, non, mais il faut arrêter de... Les gens ne peuvent pas utiliser ce genre de choses pour, là aussi, emprisonner et posséder les gens. Quand ça devient irrespectueux, ça devient irrespectueux. Il est normal de se casser. Hein. Tout être humain est censé savoir se choisir. Ceci dit, parfois, il est difficile de fermer une porte parce qu'on a peur de perdre ce que l'on connaissait. Et parfois, on sait très bien que en fermant une porte, il y a des choses que l'on va perdre et que c'est ça qui peut rendre un peu nostalgique. Moi, j'en riais ce matin parce que je me suis trouvée complètement ridicule dans une situation, mais je l'assume totalement parce que c'est réellement comme ça que je vibre. Et je me suis dit, ça mériterait de faire une capsule et de le transposer à un sens plus large. Et puis, bim bam boum, c'est la carte qui est tombée aujourd'hui de cette fameuse phrase. Et je me suis dit, ça fait complètement écho. C'est-à-dire que, vous avez vu, j'ai mal partout parce que mon bureau devient trop petit pour les heures de travail que j'effectue dans la semaine et je me chope maintenant problème cervical qui irradie dans l'épaule qui part maintenant jusqu'au bout de ma main. C'est vraiment en train de s'empirer. C'est très désagréable. Inévitablement, je me dis, inévitablement, il est peut-être bon maintenant de m'acheter un bureau digne de ce nom, qui soit plus grand, où je peux vraiment m'étaler, parce que là, j'ai tellement peu de place pour m'étaler, et maintenant j'ai besoin de m'étaler, que je suis un peu recroquevillée comme ça, pour pas trop déranger, et comme mon bureau, moi, je veux qu'il reste dans la pièce de vie, j'ai pas spécialement envie d'aller m'enfermer dans une autre pièce, je veux qu'il se fonde dans le décor, car je suis une maniaque de la décoration, et que si ça vient complètement défigurer mon intérieur, bah, je vais être en souffrance sur un autre sujet. Donc en fait, confort, mais d'un autre côté, si c'est complètement laid dans la pièce, franchement, je perds en confort aussi, puisque pour moi, c'est un critère important, que ma déco soit jolie dans ma maison. Ça va me saouler. Je vais être trop frustrée. C'est quelque chose qui est important. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas important pour certaines personnes, qui vont peut-être donc pas comprendre en disant « Non, mais ça, tu t'en fous de l'esthétique. » Non, toi, tu t'en fous peut-être, mais pourquoi moi, je devrais m'en foutre parce que toi, tu t'en fous? Non, pour moi, j'ai toujours été une maniaque de la déco. Je me sens bien quand mon habitat correspond à mes goûts. Quand c'est pas le bordel, quand c'est épuré, quand c'est zen, que je me sens bien dans cet environnement-là. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas que je dois devenir comme toi. Ce n'est pas parce que toi, tu estimes que ça va être le confort qui doit primer que pour moi, je dois fonctionner comme toi. Moi, je veux confort et esthétique. Donc, si toi, c'est confort et esthétique là, tu as le droit. Mais je ne suis pas ton clone et toi, tu n'es pas la sagesse. Et tu ne peux pas décider à ma place de ce qui est important pour moi et de quels sont mes goûts. C'est très contrôlant.
C'est très rigide d'ailleurs de vouloir que tout le monde soit comme nous, et ce qui est différent de nous, on ne le comprend pas, on donne des ordres, on dit tu dois, il faut que tu, c'est complètement insensé et débile. Ainsi, ça fait déjà, j'ai eu le loisir d'expérimenter mon environnement bureau et de voir là où ça pêche. Ainsi, cela met en lumière des besoins que j'ai qui ne sont pas assouvis dans le bureau actuel. Je suis en train de faire connaissance avec moi sur désormais mes besoins qui sont désormais différents, ou désormais j'ai des besoins différents comparés à il y a quelques années. C'est normal, nous sommes des êtres d'évolution. Les choses évoluent. Je passe beaucoup plus d'heures aujourd'hui qu'avant. Donc inévitablement, mes besoins ont le droit d'être différents de avant. Vous voyez ? Et c'est pas toi qui va déterminer mon besoin. Ça, c'est moi qui détermine mon besoin. Vous voyez un petit peu ? Par rapport à ça, je dois donc trouver le compromis esthétique et confort. Et je remercie Amélie qui m'a parlé des bureaux pivotants qui, finalement, c'est quelque chose que je pourrais replier le soir. Ça serait carrément le bon deal pour moi. Ceci dit, cela veut donc dire que je vais devoir me séparer de mon bureau actuel que j'adorais parce que j'avais eu un énorme coup de cœur sur mon bureau et qu'il correspondait exactement à ce que je souhaitais. Et je vais donc devoir m'en séparer. Et je n'ai pas d'autre endroit où le recaser dans la maison. Donc je vais devoir le revendre. Et ça me fait un peu mal au cœur. Et vous voyez, je suis attachée à quelque chose de matériel. C'est complètement débile. Oui, c'est complètement débile. Mais quand vous décidez de vous séparer de quelqu'un, souvent vous êtes attaché à des choses matérielles. La maison. Voilà. Ou parfois les parents du conjoint. Voilà. Voilà. Mais vous ne possédez pas ces choses. Ce n'est pas réellement à vous, ces gens. Vous voyez ? Et ça, il faut aussi faire la part des choses. Vous ne pouvez pas posséder les gens. Inévitablement, quand vous allez vous séparer de quelqu'un, cette personne va rencontrer quelqu'un et cette personne va être intégrée dans la famille. Inévitablement, vous devez faire un certain deuil. Vous n'allez pas pouvoir tout avoir et tout garder. Bah là, le bureau, c'est un peu ça. C'est que je vais devoir... Je pensais que je m'en séparerais quand il serait mort, quand il serait cassé. Finalement, je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Je ne vais pas m'en séparer quand il sera mort, quand il sera cassé. Je vais vraiment m'en séparer juste parce qu'il n'a pas tous les critères qui correspondent aujourd'hui à mes besoins. Et c'est exactement la même philosophie quand vous vous séparez non pas spécialement parce que la personne, finalement, vous n'irez pas jusqu'à là, ce que la mort vous sépare, mais votre relation est déjà morte. C'est ça la mort, quelque part. Remettez les mots sur les bonnes définitions et quelque part, voilà, c'est tout. Et vous allez vous en séparer parce que cette relation ne correspond plus à vos besoins d'aujourd'hui. Je ne pars pas car ça devient difficile, je pars car ça devient irrespectueux. Pas parfois parce que la personne ne vous respecte pas, mais que la situation n'est plus dans le respect de vous-même. Moi, quand j'ai mal partout, ça n'est plus respectueux envers moi. Il y a aussi cette compréhension-là. Et dans la relation, si ça ne correspond plus à vos besoins, ben vous ne vous respectez pas en restant dans cette relation. Je ne pars pas car ça devient difficile, je pars car ça devient irrespectueux envers moi-même. À méditer.